Donc bonjour à tous, je suis Elvire Paul, je suis chargée de projet, pour, Leclerc, Réseau pour la transition énergétique et je suis ravie que vous soyez parmi nous pour, ce web séminaire aujourd'hui. Donc web séminaire sur, les regards franco-allemands sur la formation des professionnels du bâtiment à la rénovation performante. Donc un web séminaire qui est organisé dans le cadre du réseau Formater, qui est un réseau d'organismes de formation porté par Leclerc et en partenariat avec l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. Aujourd'hui, l'objectif du web séminaire, donc qui s'inscrit dans un cycle de web séminaire sur la formation des professionnels du bâtiment, c'est de regarder plus en détail comment les dispositifs d'appui à la formation des professionnels du bâtiment peuvent aider à développer des rénovations plus globales et plus performantes, qui sont donc un des objectifs soutenus par Leclerc. Et donc nous avons aujourd'hui avec nous Marie Boyette, chargée de mission énergie et flexibilité à l'OFAT, et Léana Amsika, chargée de projet d'Orémi. Donc je les laisserai se présenter davantage au début de chacune de leurs interventions. Donc Marie nous présentera les dispositifs allemands de financement des rénovations et leur impact sur les dispositifs de formation en Allemagne, tandis que Léana, du coup, nous apportera un point de vue français avec la présentation de l'expérience d'Aurélie et des dispositifs de formation qui y sont associés. Un petit point technique juste avant de commencer. Donc pour ne pas surcharger l'audio, on vous propose de poser vos questions à l'écrit. Donc vous avez la possibilité de les poser vos questions, faire des remarques tout au long des présentations à travers l'espace de conversation. On vous remercie pendant ce web séminaire de maintenir vos micros en muet et également de ne pas activer vos caméras pour ne pas surcharger la connexion. Et enfin, on vous signale que ce web séminaire est enregistré et il vous sera prochainement proposé en replay sur le site du Clair, où vous pouvez également retrouver l'ensemble des web séminaires qui sont proposés par le réseau. Voilà, donc Marie, je vais te laisser la parole donc, et cesser de partager mon écran pour que tu puisses afficher ta présentation à ton tour. Hop. Voilà. Bonjour à tous également de mon côté. Donc je vais vous présenter effectivement le cadre réglementaire de la rénovation énergétique en Allemagne. Voilà. Donc je vais vous présenter le cadre réglementaire de la rénovation énergétique en Allemagne et je vais revenir sur la formation d'un groupe de métiers allemand. Est-ce que ça fonctionne? J'ai juste un doute avant de commencer à parler. Ah super. Donc, je vous disais, je vais vous présenter le cadre réglementaire de la rénovation énergétique et puis je vais revenir sur la rénovation dans les et la formation. J'ai juste un problème avec mon écran, c'est pour ça que je n'arrive pas à commencer. Mmh. Et la formation des conseillers énergétiques en Allemagne. Donc très rapidement sur l'Office, en fait, on est une plateforme d'information entre la France et l'Allemagne. On est hébergé dans les ministères en charge de l'énergie et on existe depuis 2006 maintenant. Et en fait, on fait surtout des conférences et des publications pour expliquer notamment les cadres réglementaires et échanger des bonnes pratiques entre les deux pays. Alors,
Quels sont les objectifs de la rénovation énergétique en Allemagne? Donc en fait, les 2 pays, en France et en Allemagne, on s'est fixé des objectifs semblables sur l'efficacité énergétique et de manière générale sur la transition énergétique. Donc comme vous le pouvez voir, il y a un objectif de réduction des émissions carbone assez important à la 2050 en Allemagne, la neutralité carbone en France. On a des objectifs de réduction de la consommation par 2 en Allemagne en énergie primaire à 2050 et de l'énergie finale en France également à 2050. Il y a des objectifs spécifiques sur le bâtiment, puisque là en France on veut rénover tout le parc au niveau BBC. En Allemagne, on s'est fixé de réduire la consommation de 80% dans les bâtiments. Et puis il y a des objectifs d'énergie renouvelable dans les 2 pays. Plus spécifiquement, comment cette consommation évolue depuis 2008. Donc, on voit qu'il y a une baisse en fait de la consommation entre 2008 et 2017, mais que pour atteindre l'objectif final, il reste encore du chemin. Il est estimé qu'il faut en moyenne 2%, il faut rénover 2% du parc par an pour atteindre cet objectif de performance énergétique et on est a priori aux alentours de 1% par an actuellement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la rénovation, les taux ont varié en Allemagne parce que notamment en Allemagne de l'Est, en fait, dans les années 90, il y a eu une forte rénovation du bâtiment. C'était dans les programmes de réunification, en fait, et on a atteint, par exemple, sur l'isolation de façade, entre 3 et 4% sur l'Allemagne de l'Est par an. Il y a un taux un petit peu inférieur en Allemagne de l'Ouest. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a des différences notables de consommation entre les deux parties du pays, puisque en 2003, on était à 12% de consommation différente, donc en moins pour l'Allemagne de l'Est. Et aujourd'hui, il y a un rattrapage, mais on est toujours à 7% de consommation en moins en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest. Sur les emplois, donc en fait, on estime qu'il y a à peu près 170 000 personnes qui travaillent spécifiquement dans la rénovation énergétique des bâtiments en Allemagne. Et ça, c'est dû aux investissements assez clairement dans la rénovation. Donc, ça comprend l'isolation de toiture, de façade, le remplacement de fenêtres, le remplacement de portes, le remplacement de chauffage. Et en fait, sur les investissements, donc on a eu une augmentation entre 2010 et 2017 d'environ 30% et sur les emplois d'environ 10%. Ce qui est estimé aussi, c'est que sur ces emplois-là, en fait, on est à 60% d'emplois directs qui sont très locaux a priori. Donc, dans un rayon de 50 km, c'est la majorité de ces emplois directs. Et on serait à 40% d'emplois indirects, donc notamment sur la production de matériaux, par exemple des produits isolants. Et il y a un besoin assez fort de main-d'œuvre de manière générale dans le bâtiment et ça se ressent aussi sur la rénovation énergétique. Sur les instruments, donc dans l'efficacité énergétique, en France comme en Allemagne, en fait, c'est un peu comme les chiens de traîneau. Un chien, ça fait pas avancer le traîneau tout seul. En fait, il faut plusieurs chiens qui vont dans la même direction pour pouvoir faire avancer le traîneau efficacité énergétique. Donc, l'Allemagne a mis en place un paquet de mesures autant donc des obligations réglementaires, par exemple les réglementations thermiques, sur le neuf notamment. Ils sont en train de mettre en place une interdiction du chauffage au fioul neuf à partir de 2026. Il y a différents programmes de soutien à l'investissement. Donc, un programme dont je vais beaucoup vous parler, c'est le crédit à taux réduit de la Banque publique d'investissement, mais il y a d'autres programmes sur la chaleur renouvelable, par exemple. Ils vont mettre en place là, un crédit impôt pour la rénovation énergétique et puis une prime de conversion pour les chauffages au fioul. Sur ce qui est plus prix et fiscalité, donc ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est un prix carbone sur le chauffage et les transports qui n'existait pas pour le moment. Et puis, il y a différents programmes pour l'information et les conseils qui existent. Voilà, ça c'est un petit peu pour vous donner un aperçu générique. Et là, je vais vous parler en fait de deux programmes, à mon sens, qui sont intéressants, qui sont d'une part les programmes de soutien pour le conseil énergétique
et le programme de la KfW sur donc la Banque publique d'investissement sur les crédits à taux réduit. Alors, donc, sur le conseil énergétique, donc ça c'est un maillon important en fait du dispositif allemand, qui sont cette profession qui est appelée les experts d'efficacité énergétique. Et donc ces conseillers sont obligatoires pour certains programmes et il est possible d'avoir un soutien sur les honoraires. Donc globalement, comment ça se passe? C'est qu'il faut pour avoir ce soutien, il ne va pas aux particuliers, mais à ces experts et qui doivent le déduire de leurs honoraires en fait. Et il y a 2 programmes principaux sur le conseil. Donc un premier programme assez générique où en fait le conseiller ou l'expert énergétique va sur place, va voir les particuliers et il faut qu'il fasse un constat, mais surtout il faut qu'il délivre un schéma ou ça peut prendre la forme d'un passeport de rénovation énergétique pour soit avoir une rénovation globale, soit une rénovation étape par étape, donc étalée dans le temps, où le particulier voit comment il peut atteindre une performance donnée. Et donc là, sur ce premier programme, le gouvernement soutient jusqu'à 60% des honoraires de ce conseiller énergétique. Le deuxième programme, ou plutôt le deuxième pilier de ce programme, c'est pour en fait, tous les soutiens que donne la Banque publique d'investissement, la KfW allemande, il faut faire absolument appel à un expert agrégé, un expert d'efficacité énergétique, tant sur les programmes de rénovation performante avec des standards de performance à atteindre, que sur des mesures individuelles que soutient aussi la KfW. Et là, cet expert doit faire un certain nombre de choses en fait. Il faut qu'il aide au dépôt de la demande auprès de la KfW, il faut qu'il accompagne sur les travaux, il faut qu'il fasse au moins une visite de chantier et puis à la fin, il faut qu'il contrôle en fait la performance atteinte en fin de travaux de ce qui avait été voulu. Et puis, il doit être indépendant économiquement du projet de rénovation. Et ça, c'est soutenu jusqu'à 50% des honoraires en fait, indépendamment du projet. Voilà, donc ça c'est un petit peu plus sur le métier du conseil. Alors sur les soutiens de la KfW en particulier, donc c'est la Banque publique d'investissement comme je vous le disais, et en fait elle soutient à la fois des mesures individuelles, des paquets de mesures, donc ça peut être par exemple sur le chauffage, le remplacement du chauffage, mais également de toute la distribution de cette chaleur dans le logement, ou alors sur la ventilation aussi. Donc ça, c'est une partie des mesures qu'elle soutient. Et puis la deuxième chose qu'elle soutient, c'est des rénovations globales. Donc qu'est-ce que ça veut dire rénovation globale? Comment ça se passe? En fait, la KfW a mis en place des standards de rénovation, un petit peu basés sur le neuf. Donc il faut atteindre un certain nombre d'efficacité énergétique à la fin. À la fin des travaux, comme je vous le disais, les au hasard sur différentes rénovations pour vérifier la performance atteinte. Pour les particuliers, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont le choix entre avoir un prêt à taux réduit jusqu'à 100 000 € et couplé à ça, une réduction du montant du prêt à rembourser. Donc ça, c'est une des options. La deuxième option, c'est d'avoir un soutien direct au coût des investissements. Et tout ça, il y a un certain nombre de prêts qui existent, mais en fait, il est, plus on va loin dans la rénovation, plus on va loin dans la performance, plus les montants d'aide sont importants et la réduction du montant à rembourser aussi. Alors juste pour vous donner une idée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voici les standards que la KfW a mis en place. Donc globalement, elle a mis en place différents standards qui vont plus ou moins loin. Vous le voyez ici. Donc il y a des standards où il faut atteindre 90 kWh par mètre carré an, et d'autres standards où il faut atteindre moins de 30 kWh an à la fin de la rénovation.
Donc c'est une baisse de consommation sur différents usages. Il y a aussi des standards sur, les pertes de chaleur, par transmission maximale, des critères d'étanchéité à l'air et puis des exigences techniques, pour certains composants. Et en fait, ce qui est spécifique vraiment à l'Allemagne, c'est un petit peu, la philosophie de leur réglementation thermique. C'est qu'il y a un bâtiment de référence, avec la même orientation et la même, surface qui existe, qui est en fait fictif et c'est à partir de ça qu'est calculé, l'objectif, final. Donc il y a pas un objectif pour toute l'Allemagne, mais c'est vraiment, selon le bâtiment. Voilà, c'est pour ça que ces références, sont, voilà, pas précises, mais, un petit peu, génériques. Pour vous donner une idée, donc le bilan de la KfW pour l'année 2017, sur cette année-là, on était sur à peu près, 85 de mesures individuelles soutenues et de paquets de mesures et 15 de rénovation, globale, donc majoritairement des mesures, individuelles. Et en tout, on est à près de 11 milliards d'euros d'investissements prévus. En fait, la KfW, c'est vraiment un outil important dans les investissements de la transition énergétique en Allemagne. En 2016, on était à 43 milliards investis dans la transition énergétique et le climat en Allemagne et 30 milliards étaient soutenus en fait par la KfW. Voilà et sur l'année 2017, donc tout programme confondu, on était à une réduction en moyenne de 54 kWh par mètre carré an. Et dernière chose, sur ce programme, donc pour que vous compreniez comment ça fonctionne un petit peu, en fait, la KfW va pas financer en direct les particuliers, donc les clients finaux. Elle passe en fait par les banques commerciales, donc les banques normales avec lesquelles sont déjà en relation, les particuliers et c'est eux qui vont en fait, délivrer le prêt, et récolter les intérêts, du prêt et la banque commerciale va se refinancer auprès de la KfW. Donc la KfW utilise vraiment des prêts intermédiaires et ne va pas financer les clients finaux. Et elle a en fait un mandat et un soutien de l'État pour faire ça, mais elle ne le fait pas en direct. Ce qui lui permet aussi de se baser sur un réseau local très important de banques existantes. Alors, maintenant, sur la formation des professionnels, donc de ces conseillers énergétiques, donc il faut savoir que, pour pouvoir avoir droit à ces aides, sur, les honoraires, il faut être agrégé en fait, par la KfW ou par, l'agence fédérale, du BAFA pour son programme et tous les experts énergétiques agrégés sont en fait, sur une liste qui est cette liste ici. Et il y a à peu près 11 000 experts agrégés qui ont été reconnus en 2017. Il faut savoir que, a priori, d'après une étude du ministère, le conseil soutenu, enfin les prestations des conseillers énergétiques qui ont droit au soutien, c'est à peu près 50% des prestations. Donc il y aurait 50% autres qui ne sont pas soutenus par un programme de soutien. Donc pour être agrégés, en fait, ils doivent passer des qualifications supplémentaires. Donc pour le BAFA, on est sur des qualifications, on doit faire 70 à 210 unités de cours selon les diplômes et les qualifications. Pour le programme de la KfW, il y a des formations spécifiques en fait pour leur programme. Et pareil, il faut passer un certain nombre d'unités de cours qui est en fait moins importante pour les architectes et les ingénieurs et pour les autres professions plus importantes. Ou alors, ils peuvent aussi avoir déjà fait des projets très performants et avoir des certificats de référence de ces projets-là. Donc ça, c'est une possibilité. Et il faut aussi avoir une qualification de base pour la création de diagnostic de performance énergétique, donc qui est la première étape en fait du projet, de pouvoir faire un état des lieux et d'avoir un état des lieux qui soit reconnu par l'État. Et en fait, tous les 3 ans, ils doivent renouveler ces formations et avoir une attestation de travaux pour pouvoir continuer à être dans cette liste des experts énergétiques.
Et en Allemagne, il y aurait à peu près une centaine d'instituts donc, qui peuvent délivrer ces formations spécifiques pour les conseillers énergétiques. C'est majoritairement en fait des chambres d'artisans et d'architecture. Il y a aussi quelques instituts de formation privée. Et ils sont un peu situés partout dans toutes les régions allemandes. Sur le suivi de la qualité, je vous en parlais, la KfW, elle mène en fait des contrôles aléatoires sur l'atteinte des performances énergétiques des programmes, des projets qu'elle soutient. Elle le fait en 3 étapes. Elle peut faire des calculs préalables sur les calculs énergétiques qu'ont fait les conseillers pour vérifier que c'est cohérent. Elle peut demander des factures et des justificatifs pour vérifier si c'est cohérent également. Et puis, elle mène aussi des contrôles en fait sur place. Depuis 2013, elle en a fait 2000. Avec donc l'objectif de ces 3 étapes-là, en fait, c'est vraiment que les professionnels du bâtiment prennent conscience que la qualité est importante et qu'ils perçoivent aussi le potentiel contrôle. Et sur tous ces contrôles qui ont été menés, les contrôles sur place notamment, en fait, ils ont analysé que 60% de la performance, 60% des travaux, ou plutôt des projets qui ont été faits, atteignaient directement en fait la performance voulue au standard de rénovation, sans demande supplémentaire. Et dans 30% supplémentaires, il manquait des justificatifs, mais la performance était quand même atteinte. Et la KfW note que depuis qu'elle a mis en place déjà ce listing obligatoire, les experts sont obligés d'être sur ce listing depuis 2014 et qu'elle a mis en place ces contrôles-là, elle note une progression annuelle de la qualité des travaux finaux. Et sur les mesures individuelles, on était à presque 90% des exigences demandées atteintes sans demande supplémentaire. Voilà. Voilà un petit peu pour un état des lieux de la rénovation énergétique performante en Allemagne. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur notre site internet où on a publié un certain nombre de papiers sur ce sujet. On organisera également une conférence en juin sur la rénovation énergétique en France et en Allemagne à Paris. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par le chat ou à me contacter. Merci beaucoup. Alors, merci Marie pour cette présentation. Peut-être donc avant de laisser la parole à Léana, on peut peut-être reprendre la question qui a été posée sur les aides de la KfW. Sont-elles soumises à des conditions de ressources? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Non, j'ai pas d'éléments là-dessus. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un programme spécifique en Allemagne pour les ménages à revenus modestes, en tout cas. Voilà, c'est ça que je peux dire. C'est une bonne question, mais je pourrais regarder en tout cas. D'accord. OK. Alors merci beaucoup Marie. Pour les autres questions, on les prendra, je pense après l'intervention de Léana. Donc Léana, je t'invite à, du coup, partager ton écran et également, réactiver ton micro. Bonjour. Alors, je vais partager cet écran-là. Est-ce que ça fonctionne? Hop, ça fonctionne bien, Léana, le partage d'écran. Parfait. Hop. Du coup, bonjour, merci. Je vais vous parler de ce qu'on fait côté Dorémy sur la rénovation performante des maisons. Donc, je ne vais pas parler de tout le parc bâti. D'abord, il y a un élément que je voulais apporter, c'est d'où on parle, qui sommes-nous? Parce qu'on a une structure qui fait partie d'un ensemble. À l'origine de notre travail, il y a l'association Negawatt, qui est une association à but non lucratif, qui produit depuis 2001
des scénarios de transition énergétique. Et à un moment, on s'est posé la question de comment appliquer ces scénarios dans la réalité sur le terrain. Donc, l'Institut Négawatt a été créé comme incubateur pour mettre en place des projets concrets sur le terrain pour appliquer la vision Négawatt, principalement des projets en lien avec les collectivités territoriales. Et le premier projet qui a été incubé, on va dire, par l'Institut Négawatt, ça a été Dorémy, qui est devenu désormais une filiale également. Donc, on relève tous de cette association à but non lucratif à l'origine. Et côté Dorémy, donc, on a souhaité ouvrir à des structures partenaires et des citoyens qui sont rentrés au capital de Dorémy. Ce que je vais présenter là, c'est la nouvelle version, on va dire, de Dorémy, puisqu'il y a eu 2 phases en Dorémy, une phase depuis 2012, on va dire, d'expérimentation, de preuve de concept. Et depuis, maintenant, on est passé à une phase de déploiement plus important, avec beaucoup du coup, de retours d'expérience qu'on a eu, qui nous ont amenés à modifier notamment quasiment l'ensemble des formations qu'on faisait, à les refondre et à intégrer un élément très important pour nous, qui est l'accompagnement au changement, qui est une clé qu'on a trouvée très intéressante pour accompagner ces changements de pratique, aussi bien chez les artisans que chez les ménages. Notre motivation à la base, de notre côté, c'est vraiment les enjeux climat-énergie. Donc, on est venu de là. Et peu à peu, on rejoint d'autres problématiques et on se rend compte que la rénovation performante des maisons, elle permet aussi d'adresser des questions de confort, de santé, de qualité de l'air. Donc, j'ai un chiffre là-dessus qui est que près de 2 tiers des Français ont froid, disent avoir froid dans leur logement en hiver, malgré le fait qu'ils chauffent. Et on a beaucoup de problèmes de santé liés à tout ça. Et notre objectif, c'est de prendre une maison, ça c'est un cas réel de maison qu'on a rénovée dans la Drôme, de prendre une maison dans son jus, non rénovée, et de voir comment on l'amène à une maison performante. Et on a voulu se focaliser sur les maisons en se rendant compte que c'était le secteur le plus consommateur, notamment les maisons d'avant 75 qui n'ont aucune isolation. Si je prends juste ces 7 millions de maisons d'avant 75 en France, leur chauffage, uniquement leur chauffage, représente 10% de l'ensemble des consommations énergétiques françaises, tous secteurs confondus, industrie, transport. Donc, il y a un vrai enjeu à traiter l'isolation et le chauffage de ces maisons-là. Et donc, voilà, tout le pari pour nous, c'est d'essayer de passer de la situation initiale à une situation performante. Donc, ce qu'on appelle par rénovation complète et performante dans Dorémy, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises aujourd'hui derrière ces termes, pour nous, c'est le fait d'atteindre le niveau BBC rénovation ou équivalent, donc basse consommation. Donc, en moyenne, sur les opérations qu'on a suivies depuis 2012, on a divisé les consommations de chauffage par 4 à 10. Donc, on est sur, en moyenne, 75% d'économie d'énergie. On a maintenant un cadre pour ça, c'est-à-dire que nous, on avait cette vision climat-énergie et depuis 2015, il y a également un cadre législatif qui fait que dans la loi de transition énergétique a été posé l'objectif qu'en 2050, vous vous baladez dans la rue, n'importe quel bâtiment que vous croisez doit être au niveau basse consommation. Donc, il y a tout un défi, aussi bien pour les maisons, mais pour tous les autres parcs, de savoir comment on transforme ces maisons qui sont dans leur jus en logement performant. Donc pour nous, maintenant, il y a un cadre qui assoit cette vision-là et on n'est plus les seuls à porter ça avec d'autres acteurs très, très impliqués depuis le début et il y a un vrai enjeu d'embarquer tout le monde sur cet objectif-là. Ce qu'on observe aujourd'hui dans les pratiques communes, c'est pas vraiment de la rénovation complète et performante. On a plutôt des rénovations par étapes qui posent des problèmes de terrain dès aujourd'hui, d'impasse en fait, dans lesquelles on arrive de rénovation par étapes qui n'arrivent pas à aboutir à la performance. Pour l'instant, on mène des projets de recherche pour essayer de trouver des rénovations qui ont été faites par étapes et qui ont abouti au niveau basse consommation, mais jusqu'ici, on n'en a pas trouvé. Donc, ce qui se passe en rénovation par étapes, ce qu'on voit, c'est qu'on commence par changer une ou deux fenêtres, sauf qu'on ne ventile pas, donc il y a des moisissures qui peuvent arriver. Quelques années plus tard, on va changer la chaudière. Quelques années plus tard, on va isoler quelques pans de murs, sauf que du coup, la chaudière sera trop puissante maintenant que la maison est isolée. Donc, elle va fonctionner à un mauvais rendement et elle va surconsommer et s'user plus rapidement. Quelques années plus tard, on poursuit l'isolation et on va rechanger la chaudière pour qu'elle soit adaptée et poser une ventilation. Mais ça, c'est du théorique. Et la plupart des personnes vont en avoir marre des travaux, ne vont plus avoir accès aux aides et ne vont pas mener cette rénovation à terme. Donc nous, toute la question, c'est est-ce que c'est possible, au lieu d'étaper, enfin
de faire cette rénovation en différentes étapes incertaines. Est-ce qu'on peut ou pas, c'était notre constat de départ, est-ce qu'on peut ou pas le faire en une fois? Donc voilà, c'est cette idée-là, en réduisant aussi le temps et en traitant l'ensemble des postes, parce qu'on a des questions de continuité d'isolant, d'interface et d'interaction entre différents lots qui sont très difficiles à traiter en rénovation par étapes. Donc ça, c'était notre pari et c'est ce qu'on fait finalement, qu'on a réussi à faire depuis 2012. Et notre objectif dans tout ça, côté Doremi, c'est de simplifier et de rendre accessibles ces rénovations performantes. Parce qu'on a, comme point de départ, la plupart des gens nous disaient c'est bien, vous allez faire des rénovations très haute qualité pour les ménages les plus aisés, les écolo-bobos. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. Et tout notre travail, c'est d'essayer de le rendre accessible à la fois aux artisans et aux ménages. On a un enjeu derrière, vraiment sur la précarité, qu'on essaie de porter, puisque ce type de rénovation-là est pour nous une réponse beaucoup plus pérenne à la précarité énergétique. Parce qu'aujourd'hui, donc, les rénovations par étapes, dans la plupart des cas, visent 25, 35, peut-être 40% d'économie d'énergie, mais pas plus. Sauf qu'en parallèle, on a 4 à 5% de hausse des prix de l'énergie par an depuis 10 ans. Donc, une rénovation à 25% d'économie d'énergie, dans moins de 10 ans, on est au même niveau de facture, au même niveau de précarité énergétique, et on aura fait les travaux les plus rentables, et donc on aura épuisé le gisement, finalement, d'économie d'énergie. Donc, pour nous, il y a un vrai risque là-dessus, et on reçoit des appels tous les jours sur des ménages qui ont fait des étapes et qui se retrouvent à toujours avoir une charge énergétique très importante. Donc là, pour nous, l'idée de passer à 75% d'énergie, même s'il y a une augmentation de 4 à 5% des prix de l'énergie, ce sera une augmentation sur une consommation de chauffage qui sera vraiment résiduelle, donc qui touchera moins le ménage. Là-dessus, donc depuis 2012, on a fait un point sur ce qui nous paraît nécessaire pour aboutir à une rénovation performante. Donc on a relevé 4 piliers principaux. Donc le premier, c'est d'avoir une offre locale de rénovation complète et performante, c'est-à-dire des artisans en groupement, formés et sensibilisés à la rénovation performante, qui puissent faire des rénovations qui atteignent bien les niveaux visés. Le deuxième pilier dont on a besoin, ce qu'on a appelé tiers de confiance de proximité, c'est-à-dire quelqu'un qui accompagne en local les ménages et en qui le ménage ait confiance. Donc là-dessus, on travaille beaucoup avec les collectivités locales qui ont davantage la confiance des ménages que les structures privées ou que le corps artisanal de façon générale, sauf exception. Donc on travaille avec les plateformes de rénovation que l'on outille, que l'on forme, que l'on accompagne. Le troisième pilier pour une rénovation performante, c'est d'avoir la qualité. Donc là, je vous en parlerai aussi, c'est le suivi qualité des rénovations. Et le dernier pilier, c'est de pouvoir financer ces rénovations-là. Et donc là-dessus, le suivi qualité et l'atteinte de la performance sont des éléments clés pour financer ces rénovations grâce aux économies d'énergie. Donc là-dessus, Doremi apporte des services à la fois au territoire, aux ménages et aux artisans pour atteindre ces objectifs. On a un retour qu'on aimerait partager et qui est encore pas très connu aujourd'hui sur le lien entre rénovation performante et précarité énergétique, qui est qu'aujourd'hui, depuis 2012, 45% des rénovations qui ont été faites par Doremi ont été faites par des ménages modestes ou très modestes au sens de l'ANA. Je crois qu'il y a l'agglo de Valence Roman qui participe à ce web séminaire. Sur Valence Roman, on est à plus de 60% de rénovation Doremi chez des ménages modestes et très modestes. Donc, on est très loin du préjugé écolo-bobo et qu'on a vraiment réussi, en optimisant les coûts, en optimisant les financements et en suivant la qualité, à rendre accessible ce type de rénovation. Là-dessus, donc le dispositif, j'irai très vite, mais on pourra échanger si vous voulez là-dessus, c'est de transformer une facture de chauffage avant travaux qui est très élevée en une facture résiduelle après travaux et de pouvoir combler le reste en remboursement de prêts ou d'autres dispositifs pour financer les travaux. Donc là, ça c'est un cas réel dans la Drôme également, où dès le premier jour après les travaux, le ménage gagnait déjà de l'argent, avait moins de dépenses, on va dire, suite à la rénovation. On a des cas où c'est à l'équilibre, des cas où c'est un peu plus élevé, mais il y a aussi des notions de confort et de qualité de l'air à intégrer. Sur la question du coup de l'outil financier, on a une proposition qu'on porte à terme qui ressemble beaucoup, qui est assez inspirée de ce que vous a présenté Marie sur la KfW, qui est qu'on aimerait voir émerger un outil plus simple pour sortir de ce maquis incompréhensible, qui serait un prêt unique bonifié, où soit les ménages pourraient choisir d'avoir toutes les aides existantes, soit ils pourraient avoir uniquement cet outil, qui est un prêt unique qui agrège toutes les autres aides, et qui pourrait être également attaché à la maison au lieu d'être attaché au ménage. Ça, on pourra en discuter plus longuement. Je voudrais aborder plus précisément la question des artisans, de leur formation.
et du suivi qualité. Donc, sur la formation des artisans, ça a été notre point d'entrée dans la rénovation. Donc, on a une formation qui est action, c'est-à-dire elle se passe en grande partie sur chantier réel que l'on identifie Doremi avec la collectivité locale. Donc, on met en lien un ménage qui veut rénover et un groupement en cours de formation. Et on aborde finalement 3 points clés dans la formation, à la fois de la performance technique. On n'apprend pas au menuisier à poser des fenêtres, au charpentier à faire son travail. On aborde plutôt la question de la coordination entre les lots au niveau technique et le fait de poser les bons isolants, de chiffrer les bonnes épaisseurs et d'optimiser les coûts et les techniques utilisées. Donc là-dessus, on a un outil qu'on a créé avec Enertech, le bureau d'études, qui est en open source, qui s'appelle les STR, les solutions techniques de rénovation, qui permettent aux artisans, sans faire de calcul lourd, de trouver un bouquet de travaux dont ils sont sûrs qu'il parviendra à la performance. Le deuxième volet de formation, on va dire, c'est tout le volet organisationnel, c'est-à-dire comment travailler ensemble plus efficacement, fluidifier les échanges, s'organiser entre eux. Et bien sûr, un volet qui est un peu moins évident, qui est le côté commercial, c'est de savoir vendre une offre de rénovation performante qui sort des pratiques actuelles et qui est assez exotique dans le paysage. Donc, c'est un parcours qui est assez soutenu, qui dure 75 heures. Là-dedans, on inclut le temps d'un chantier que l'on suit complètement, le temps de réalisation et d'optimisation des devis. Après cette formation, on leur apporte également des services pour poursuivre ça. Donc, c'est à la fois de l'apport d'affaires, de chantier, donc que l'on qualifie, de la visibilité, de la communication, et un soutien technique tout au long des chantiers où ils peuvent venir demander des conseils et voilà, rencontrer un expert qui les aide. Et dans tout ça, un point clé, c'est de les former pour que les rénovations soient performantes, mais de ne pas les lâcher à la sortie de la formation, c'est-à-dire de poursuivre le suivi des rénovations pour s'assurer que finalement un changement de pratique, ce n'est pas en 75 heures de formation, même si c'est long, que ça s'ancre. Quand on a 40 ans de métier derrière, un changement de pratique, c'est vraiment de l'accompagnement sur le long terme. Et donc, on a une nécessité de suivre la qualité des rénovations. Et l'idée, c'est que les économies d'énergie soient bien au rendez-vous pour resolvabiliser le ménage et avoir du pouvoir d'achat disponible pour rembourser la rénovation. Donc là-dessus, on a créé un référentiel qualité qui définit ce qu'est une rénovation Doremi avec des critères techniques. On forme également des experts Doremi sur le terrain et on a 25 critères de suivi, donc à la fois des critères métiers sur le critère ventilation, sur le critère menuiserie, etc. par exemple. On a des critères qui suivent la qualité sur l'interface entre les métiers. Comment est bien mise en œuvre la continuité, par exemple, entre une isolation de toiture et une isolation de mur. On a des critères plus globaux sur le groupement, notamment un critère important sur le suivi de l'étanchéité à l'air, qui finalement dépend de l'ensemble des artisans qui interviennent, et des critères plus globaux sur le confort d'été, notamment la qualité de l'air intérieur. Et on a 6 interventions de l'expert tout au long du projet. Donc ici, on a voilà, le déroulé d'un projet, de la préétude jusqu'au suivi, avec en rose ici les interventions. Donc d'abord une visite de la maison avant que les artisans chiffrent quoi que ce soit, pour que l'expert ait une idée de l'état des lieux. Et après, un suivi sur les devis, avant la remise de l'offre au particulier, voir la conformité des devis avec les résistances thermiques nécessaires. Et puis avant la signature, parce que les artisans optimisent leur devis à certains moments, donc il y a ce suivi-là. Et après, pendant le chantier, juste avant le test d'étanchéité à l'air intermédiaire qui est obligatoire, une visite pour voir s'il y a des réajustements possibles. Ensuite, il y a le test d'étanchéité à l'air obligatoire, intermédiaire. Et après ce test, une autre visite avant la signature des PV de réception des travaux. Donc voilà, ça c'est les 6 points clés. Une actualité que je voulais partager également avec vous, qui est qu'aujourd'hui Doremi s'inscrit dans un programme national, un programme de certificat d'économie d'énergie que l'on a monté avec l'État, donc avec l'Institut Négawatt et Doremi et des partenaires, donc ADEME, DGEC et en délégataire C2E Enercert. C'est un programme qui s'étend de 2019 à 2021 et qui permet à des collectivités intéressées de se lancer plus facilement à moindre coût dans le dispositif. Donc, on a pour objectif de former 250 groupements d'artisans. Un groupement, c'est 4 à 5 artisans en moyenne. 250 groupements d'artisans sur une cinquantaine de territoires en France et de réaliser et de suivre en qualité 250 rénovations performantes. Puisque jusqu'ici, on avait suivi certaines rénovations, mais pas toutes. Et ce que nous disent les financeurs, c'est que pour donner jour à un modèle économique de financement par un prêt unique ou autre, ils ont besoin d'une base de risque
une base de données de risque. Donc, on a pour objectif de vraiment bien outiller ces 250 rénovations pour voir dans combien de cas le suivi qualité s'applique et on atteint complètement les objectifs. Dans combien de cas est-ce qu'il y a une sous-performance? Dans combien de cas on peut régler cette sous-performance? C'est-à-dire l'intérêt du test d'étanchéité intermédiaire, c'est qu'on peut encore ajuster les choses. Voilà, et d'avoir cette base de données-là. Et côté collectivité, donc il y a déjà 39 PCI qui ont signé un partenariat dans ce cadre-là et il reste encore des places. Donc ça, on pourra en parler ensemble. Voilà, et on insiste beaucoup sur la dimension de projet collectif. Si vous voulez approfondir cette question-là, on a eu beaucoup de résistance au début sur la rénovation performante, notamment de certains opérateurs plutôt issus du social qui se disaient que voilà, faire 25% d'économie d'énergie, c'était déjà bien et que ce n'était pas la peine de pousser plus loin. Et finalement, on se rend compte qu'en partageant mieux les objectifs, qu'en faisant de l'accompagnement au changement ensemble, c'est possible de mieux travailler ensemble. Donc là-dessus, sur Valence Romand, on a eu des très bons résultats. Et on a décidé de refondre toutes les formations en intégrant cet accompagnement au changement pour mieux embarquer tout l'écosystème et qu'un ménage qui rencontre 3 opérateurs différents n'ait pas des discours trop discordants. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Léana pour cette présentation. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur le fil. Donc, ce que je propose, c'est qu'on prenne d'abord les questions qui concernent ta présentation, Léana. Donc, sur le dispositif Doremi, il y avait notamment des questions sur le déploiement dans le cadre de Facile Réno, sur les territoires ciblés dans ce cadre. Est-ce que tu as des précisions à apporter là-dessus? Oui, alors idéalement, on essaie de bâtir un partenariat avec le conseil régional, la région. Donc, on a le cas en Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine où la région s'est embarquée et dans laquelle on peut mobiliser à moindre coût entre 10 et 15 collectivités sur ces régions-là. Ensuite, on a la possibilité, si la région ne souhaite pas s'engager, de s'engager en tant que territoire sans la région. Donc, c'est le cas pour plusieurs territoires, la métropole européenne de Lille, Brest Métropole et beaucoup de territoires en Auvergne-Rhône-Alpes et ailleurs. Donc, il y a ces deux cadres-là. On n'a pas de critères limitants, c'est-à-dire l'idée, c'est qu'il y ait un bassin de vie suffisant, c'est-à-dire une commune de 2000 habitants, former un formateur, former des groupements d'artisans sur une si petite échelle, ça n'a pas trop d'intérêt puisqu'il y a il y a un temps de mise en place et des éléments fixes qui ne vont pas être intéressants par rapport au bassin et au potentiel. Donc, on est plutôt sur communauté de communes, communauté d'agglomération, métropole. Voilà. Et il y a possibilité de regrouper plusieurs territoires. Et là, il y a en parallèle, donc il y a la dynamique de l'État sur le SAR, le programme C2E pour accompagner les territoires à cofinancer leur service public local de rénovation. Et donc, il y a une compatibilité possible entre ces programmes-là et de financer une partie de l'accompagnement qui est nécessaire via le SAR et de travailler sur la rénovation performante en parallèle avec Doremi. Donc voilà, si vous avez des questions pour l'engagement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler, on peut en discuter plus précisément. Merci. Donc, l'autre question sur ta présentation concernait le coût pour les artisans des formations. D'accord. Alors, on est sur des formations qui sont prises en charge en partie par les OPCO, les organismes de paritaires, collecteurs agréés de formation. Donc, selon les différents modules, on a différents modules de formation. Le premier peut être pris intégralement en charge quasiment par les OPCO. Et les autres modules ont un petit reste à charge pour les artisans qui varie selon leur taux de prise en charge. Et ce taux de prise en charge, il varie selon le statut de l'artisan, indépendant, gérant non salarié, selon les formations qu'il a déjà effectuées dans l'année. Donc, c'est assez variable, mais on est entre 500 et 1000 euros de reste à charge sur la formation. Voilà. Donc ça, c'est côté formation. Après, bien sûr, il y a le temps qu'il faut dédier, mais en parallèle, dans cette formation-là, on a un minimum 2 études de cas à réaliser, donc c'est-à-dire 2 mises en relation avec des potentiels clients et un chantier complet à réaliser, donc avec le chiffre d'affaires qui va avec. Donc, on a essayé de calculer le reste à charge pour que ce soit acceptable pour des artisans qui vont faire un chiffre d'affaires sur un chantier et qui vont pouvoir, en échange, rétribuer un petit peu la formation dont ils ont bénéficié. Et est-ce que tu peux peut-être nous partager quelques éléments supplémentaires sur le nombre la fréquence des formations, le nombre de formations qui sont organisées par an, le nombre de personnes formées à ce stade?
c'est assez variable. Donc à ce stade, depuis 2012, on a formé plus de 850 artisans un peu partout en France, qui se sont constitués en une centaine de groupements différents, qui ont réalisé des rénovations ou qu'on a suivies pour certaines et d'autres qu'on n'a pas suivies. Euh, donc voilà, 850 pour l'instant. Là, il y a différents modules qui sont programmés. Ça dépend beaucoup du rythme des collectivités également, parce que pour réaliser la formation sur chantier, il faut qu'on identifie des ménages qui souhaitent rénover. Donc on s'adapte finalement au rythme d'identification des ménages. Donc c'est au fil de l'eau selon le rythme de chacun. La formation, elle s'étale entre 6 mois et 1 an selon ces délais-là. Et sur les artisans, oui, c'était ça. D'accord. Alors une dernière question te concernant, sur, le coût, ensuite pour, le suivi et la mise à disposition des outils, au-delà de la formation? Alors, une fois la formation terminée, les artisans ont testé le dispositif. Si ça leur plaît, ils peuvent poursuivre. Sinon, ils peuvent sortir du dispositif. S'ils souhaitent poursuivre, là, on a des services donc, qui sont apportés, la mise en relation avec des ménages qualifiés qu'on a déjà interrogés, sur lesquels on est allé sur site pour vraiment affiner leur projet. Tout ce qui est visibilité, communication, etc. Et le suivi qualité des rénovations. Donc, c'est-à-dire toutes les interventions de l'expert que j'ai mentionnées qui doivent être financées. Donc pour ça, on a une offre qu'on va leur proposer en sortie de formation, qui est un abonnement fixe de 49 € par mois et ensuite un pourcentage sur chantier qui ont pour principal but de financer ce suivi qualité. Donc là, pareil, ce sera une fois que les artisans auront expérimenté et ils auront fait au moins un chantier complet, qui verront l'apport pour eux ou pas, l'apport en chiffre d'affaires que représentent les projets d'Aurémy qu'on leur envoie et qui prendront leurs décisions comme ça. J'ai vu également une question sur le Vaucluse. Sur le Vaucluse, on est ouvert à intervenir. Pour l'instant, on n'a pas de contact spécifique dans le Vaucluse, mais s'il y a une volonté, il n'y a pas de souci pour étudier ça. OK. Merci Léana. Alors il y avait, maintenant des questions pour Marie. Donc, notamment sur, la question du niveau, des diagnostiqueurs et de savoir, si, enfin ce que comportait exactement l'accompagnement et le conseil. Est-ce que tu as plus de précisions sur, ce qui est inclus? Alors sur les diagnostiqueurs, je ne vais pas pouvoir répondre, mais sur le conseil, alors en fait, oui, ce qui est prévu, donc en fait, ils doivent passer il y a un contrat un contrat même standardisé qui est proposé par les pouvoirs publics. Les conseillers peuvent s'engager à plus, enfin c'est obligé de négociation avec les particuliers, mais le minimum en tout cas, c'est ce que je vous dis, c'est le dépôt de la demande auprès de la banque. En fait, toutes les pièces justificatives, c'est vraiment ce conseiller-là qui doit les donner sur toute la partie technique en fait. L'accompagnement sur les travaux et sur aussi mettre en place des appels d'offres avec les artisans ou les gens qui vont intervenir sur le bâtiment. Il faut qu'ils visitent les chantiers pendant les travaux. Et puis, à la fin, il faut qu'ils fassent ces contrôles de performance avec un certain nombre de tests qualité. Donc tout au long pour vérifier, donc d'où l'intérêt et c'est l'objet en fait il est vraiment là pour accompagner les travaux et enfin aider le propriétaire à mener à bien cette rénovation. Donc voilà, c'est pour le diagnostic général, il y a une estimation du coût et du devis. Là, c'est plus important. Et là, dans la rénovation globale, c'est un nombre d'heures aussi beaucoup plus important pour le projet, quoi. Mmh. Et ensuite, du coup, peut-être pour finir, alors il y a des questions qui s'adressent, à toutes les 2 concernant le reste à charge pour les propriétaires sur la rénovation. Donc d'abord une question pour toi, Marie, sur le fait de savoir s'il existe un service gratuit, pour le conseil à destination des particuliers en Allemagne, comme ça peut être le cas en France à travers les espaces info énergie. Est-ce que tu as des informations? Si, est-ce que tu peux répéter la question? De savoir si, en dehors de de la, prise en charge, par la KfW, des, prestations des expertises
thermique. Est-ce qu'il y a un service d'État gratuit pour le conseil à destination des particuliers, comme c'est le cas en France dans les espaces info énergie? Alors, ce qui existe, c'est pas un service d'État, mais l'association de consommateurs, ou de protection des consommateurs plutôt, fournit un premier conseil qui est aussi soutenu par l'État en fait, qui peut aller un petit peu plus loin pour les ménages précaires. Voilà. Mais disons que globalement, j'ai vu aussi des questions là-dessus dans le chat sur la précarité énergétique. C'est pas un sujet politique en fait en Allemagne. C'est une grosse différence entre les deux pays. Et donc, il n'y a pas de programme spécifique ou des aides supplémentaires pour les ménages modestes en fait. D'accord, oui, et du coup, ce qui nous permet de rebondir, sur, les questions qui, concernaient Dorémy, Léana. Est-ce qu'il est possible pour les propriétaires de participer aux travaux aux côtés des artisans pour baisser, les coûts, de rénovation dans une démarche d'auto-réhabilitation? Ça, on rêve de travailler là-dessus, mais pour l'instant, on n'avait pas encore assez de monde dans l'équipe pour travailler à vraiment comment intégrer l'autoréhabilitation accompagnée finalement dans cette dynamique-là. Donc pour l'instant, on a eu des cas finalement où ça s'est fait, qui ont été plutôt problématiques parce que voilà, les ménages faisaient leur lot de travaux quand ils avaient le temps, le soir et le week-end, et donc ça inclut des délais et des retards sur les chantiers. Donc pour l'instant, on n'a pas outillé ça et on souhaiterait le faire parce que oui, c'est une optimisation possible. Sachant par contre que quand on fait de l'autoréhabilitation accompagnée, on n'a pas ou peu d'aide sur les lots concernés. Donc c'est une pile de travail et pour l'instant pas encore opérationnel. D'accord. Je veux bien aussi ajouter quelque chose sur le reste à charge donc pour les ménages. Côté Dorémy, l'accompagnement, donc en travaillant avec les plateformes de rénovation locale et les espaces info-énergie, l'accompagnement est gratuit. Nous, l'accompagnement qu'on fait au préalable, parce qu'on préqualifie les contacts, on va sur site, on dialogue avec eux, on ne le fait pas payer au ménage. C'est pour ça qu'on a été obligé de créer une offre à destination des artisans, notamment pour que le suivi qualité soit payé par quelqu'un. Finalement, les collectivités n'avaient pas spécialement assez de sous. Les ménages, ça aurait été charger la barque alors qu'on essaie déjà de faire passer une rénovation conséquente. Et donc, on a décidé de le faire porter par les artisans pour l'instant, en attendant un mécanisme financier type prêt où finalement le coût de l'accompagnement représenterait 1 ou 2 années de mensualité de prêt. Mais donc pour l'instant, il n'y a pas de facturation de Dorémy aux ménages. Et sur les aides qu'ils ont à la rénovation, donc à chaque fois, on essaie de faire un plan de financement optimisé avec toutes les aides auxquelles ils ont droit. Il y en a plus de 25 au niveau national et plus de 1000 au niveau local, donc il y en a énormément, avec de plus en plus de critères de performance, donc au niveau local, pas du tout au niveau national pour l'instant. Les aides ne sont pas croissantes en fonction d'un critère de performance, ce qui est dommage. Par contre, au niveau local, il y a beaucoup de collectivités qui lancent des aides soit uniquement dédiées aux rénovations basse consommation, parfois jusqu'à 15 000 € par ménage, donc c'est quand même conséquent, soit avec 2 paliers voilà, croissantes en fonction du critère de performance. D'accord, merci. Alors du coup, une dernière question sur la question de l'autoréhabilitation. Si vous avez des liens avec le réseau Répar ou avec des structures qui, travaillent sur cet aspect? Oui, on établit des liens avec eux, pour l'instant assez exploratoires et on a envie de travailler plus dessus, sachant qu'un de nos nouveaux salariés en région Centre-Val de Loire est président des compagnons bâtisseurs. Donc, on établit de plus en plus de liens avec eux. Mais c'est vraiment un gros sujet à aborder parce qu'il y a à la fois l'outillage des ménages sur leur lot de travaux et l'outillage des artisans, parce que s'il y a un côté de pédagogie que les artisans n'ont pas forcément tous et ils n'ont pas forcément tous envie d'avoir. C'est deux métiers différents d'accompagner des chantiers. Et voilà, il y a des outils à créer et de la dynamique à faire qui ne sont pas aussi simples que ça. Oui, oui, c'est sûr que c'est, une dynamique, complètement différente. Alors, donc il y a Antoine, qui demande s'il existe un annuaire des formations destinées aux professionnels. Alors je ne sais pas si la question concerne la France ou l'Allemagne. En France, le Clerc, tient un annuaire des formations qui est disponible sur notre site. En Allemagne, Marie, est-ce que tu as des éléments à partager? Mmh. Alors, un annuaire des formations, je n'ai pas d'éléments sur cette question, non.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des dernières, questions, remarques, sur les présentations? Léana, Marie, je ne sais pas si vous voulez, vous, de votre côté, ajouter des dernières, précisions? Bah, voilà, si vous avez des territoires en tête, qui seraient intéressés, n'hésitez pas à les mettre en lien avec nous. Nous, on n'a pas trop de culture de la prospection à la base. On répond plutôt aux demandes des territoires qui souhaitent travailler avec nous. Bon, après, dans le cadre du programme C2E, on contacte certains territoires, mais on n'est pas très commerciaux à la base. Donc on est plutôt sur une logique d'intérêt mutuel et de se lancer s'il y a un intérêt qui est identifié. Voilà. Oui, j'ai vu des questions sur les lieux de conseil, sur les agences de l'énergie en Allemagne. Alors, il faut savoir que de manière globale, en fait, comme l'Allemagne est un pays fédéral, c'est vraiment très différent d'une région à l'autre, en fait. Et il y a des régions qui vont plus loin. Par exemple, le Bade-Wurtemberg est assez moteur sur ces questions de rénovation énergétique. Ils vont plus loin aussi dans les normes, puisque ils demandent pour les rénovations déjà d'atteindre un peu une performance donnée. En fait, si on fait un certain nombre de travaux, ils ont été leaders un petit peu sur, par exemple, le passeport de rénovation énergétique. Donc là, par exemple, il y a des agences qui existent locales et qui font un petit peu la promotion de la rénovation localement. Mais c'est difficile en fait d'avoir une vue complète de tous les dispositifs qui existent en Allemagne et ça dépend vraiment d'un endroit à un autre en fait. L'autre chose, c'est que donc ces conseillers énergétiques sont tous listés sur cette plateforme dont je vous parlais, mais il existe aussi des syndicats ou des associations de conseillers énergétiques, donc qui sont vraiment en réseau en fait, et qui vont aussi donner des formations et militer un petit peu pour avancer sur les dispositifs. Ça, c'est un peu une spécificité, mais qui est liée en fait au paysage allemand, qui n'est pas du coup comparable toujours avec le paysage français en fait. Oui. En effet. Alors peut-être pour finir, il y avait une question de Benoît, concernant, les potentiels effets rebonds qui peuvent suivre, une rénovation performante. Donc la tendance, par les propriétaires occupants à, renforcer leurs, usages, autres de l'énergie, puisque les consommations liées aux bâtiments ont chuté. Est-ce que vous savez si, enfin, est-ce que c'est des choses qui sont suivies, Marie, en Allemagne, par la KfW ou pas? Alors j'ai pas vu de chiffre de la KfW, c'est un sujet dans la branche de l'efficacité énergétique qui intéresse évidemment, mais j'ai pas d'éléments là-dessus pour dire si on a ou si on n'a pas. Oui, effectivement, c'est un sujet qui concerne plutôt, les questions de sobriété et de changement de comportement, de façon plus générale. Léana, vous, du côté de Dorémy, c'est un sujet sur lequel vous travaillez ou pas? Là-dessus, oui, c'est un sujet qu'on a en tête et sur lequel on commence un travail qu'on appelle AMU, assistance à maîtrise d'usage, c'est-à-dire outiller et former le particulier à vivre dans une maison performante. Qu'est-ce que ça signifie et comment on prend bien en main cette nouvelle maison. Euh, donc, il y a un changement de comportement à faire aussi et à outiller. Donc, on est au démarrage et c'est sûr qu'il y aura des effets rebonds dans certains cas. Ce qu'on voit par contre, c'est que ce sera un effet rebond sur une consommation qui sera vraiment résiduelle. Donc, même s'il y a, je sais pas, 5, 10, 15% d'effet rebond, on sera sur un niveau de kilowattheure qui sera quand même très faible par rapport à la consommation d'avant. Donc, et puis, il faut distinguer l'effet rebond sur des ménages qui ne se chauffaient pas à 19 avant et sur des ménages qui se chauffaient déjà à 19. Mais, euh, mais oui, il y a tout un champ sur lequel des associations travaillent déjà et Mmh. qu'on va investiguer aussi. Oui, et c'est sûr que dans le cas, du coup, des ménages modestes accompagnés par Dorémy, l'effet rebond a une, signification autre, effectivement dans le cadre de consommation d'énergie qui pouvait être limitée avant, mais de façon, extrême pour le coup.
Et du coup, peut-être là-dessus, sur le sujet de la sobriété, signaler que c'est un sujet sur lequel Leclerc cherche à travailler de plus en plus. Donc Leclerc porte depuis quelques années le programme Famille à énergie positive qui est devenu cette année Déclic et qui travaille sur les consommations des particuliers, notamment dans leur maison, donc sur les consommations électriques. Et c'est un sujet sur lequel on travaille avec des adhérents comme Virage Énergie, par exemple, sur les questions de sobriété globale. Donc voilà, effectivement, un sujet sur lequel il y a beaucoup à faire encore. Alors, je pense que s'il n'y a plus de questions ou de demandes de la part des participants, on va clore le web séminaire. Merci beaucoup, Léana, Marie, pour vos interventions. Donc, pour rappel, vous pourrez retrouver sur le site du Clair prochainement un article de compte-rendu de ce web séminaire avec la présentation, vos différentes présentations en PDF ainsi que la vidéo en replay. Donc, je vous invite également à regarder l'offre de web séminaire qui est proposée par ailleurs par Leclerc. Et il me semble que Marie, vous en proposez assez régulièrement à l'OFAT également. Donc, voilà, des ressources qui sont aussi intéressantes à consulter. Merci beaucoup à toutes les deux et au revoir à tous. Merci à tous.